Donc moi je suis Claire Favreau-Meunier, je suis médecin pédopsychiatre et je suis aussi membre du collectif de soutien aux victimes de pesticides de l'Ouest que je représente ce soir, notamment parce que j'ai une mère qui a une maladie de Parkinson aux pesticides. Voilà, donc je représente l'association ce soir. C'est un collectif de victimes, de soutien aux victimes de pesticides qui s'est créé en 2015 à Rennes, par des gens qui étaient de Rennes. Donc soit des agriculteurs, soit des gens de famille d'agriculteurs. Et donc en soutien aux victimes de pesticides. Et donc, c'est maintenant un collectif qui a énormément grossi, puisqu'il y a plus de 600 adhérents. Il y a beaucoup, dans ce collectif, il y a surtout des malades, mais pas seulement, hein, des sympathisants, des aidants, voilà. Et le but de ce collectif, c'est vraiment d'aider chaque malade. Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve extrêmement important sur le plan humain. Parce que moi aussi, pourquoi moi j'ai intégré ce collectif? Parce que ma mère a une maladie de Parkinson liée aux pesticides, mais pas en étant agricultrice, en étant riverain. Et que moi je suis médecin, que j'avais un peu pensé à ça, mais que je n'avais pas vraiment fait de recherche. Et quand je l'ai appris par la neurologue, effectivement, j'étais pas si étonnée que ça, parce que sa voisine avait aussi un Parkinson. Et donc, je me suis mis à chercher les informations. Et donc, j'ai rencontré le collectif. Et quand je suis allée à la première assemblée générale du collectif, que j'ai rencontré tous ces agriculteurs très touchés par des maladies, donc j'ai un peu complété par rapport au film, et j'étais vraiment extrêmement émue par l'âge des gens, les maladies, parfois les gens qui ont plusieurs maladies qui se succèdent. Donc par exemple Christian Jouot, qui nous a quittés en avril, il a eu d'abord un cancer de la prostate, et puis après il a eu une leucémie, il s'est battu contre la leucémie, il est décédé là cette année. Sa femme a eu aussi un lymphome, donc voilà, donc vraiment des familles très touchées. Et donc dans ce collectif, il y a aussi des riverains qui s'inquiètent par rapport à leur conditions de vie, aux conditions d'épandage, comment se protéger des pesticides. Parfois, donc, il y a aussi donc, on a entendu parler d'histoire de cette femme qui est fleuriste, qui a perdu sa fille d'une leucémie, voilà, parce qu'elle était donc fleuriste grossiste, et que donc la leucémie de sa fille a été démontré que c'était lié à son travail. Et donc ce que je trouve que montre très très bien le film, qui est très touchant, c'est d'abord voilà, ils ont beaucoup, je trouve, parlé de la maladie de Parkinson, parce qu'il faut savoir que c'est une des maladies les plus répandues chez les agriculteurs, et qui est en grande expansion dans le monde, d'ailleurs, de manière générale. Donc ça, il y a des études extrêmement précises qui montrent les liens entre la maladie de Parkinson et les pesticides. Et donc, le problème, c'est que les agriculteurs, quand ils tombent malades, ils ont moins de chances que mes parents, par exemple, parce que mon père avait une bonne mutuelle, donc il y a très vite des aides. Voilà, ça a été quand même, voilà, sur le plan matériel, c'était plus facile. Les agriculteurs, ils doivent faire la preuve de la maladie professionnelle. Et il y a encore beaucoup de médecins qui ont beaucoup de mal à vouloir faire la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, il y a un gros travail d'information auprès des médecins, parce qu'il y a une culture un peu du doute, donc, qui est aussi entretenue par les lobbies, par la MSA, et donc les agriculteurs vont devoir se battre pour pouvoir avoir cette reconnaissance. Et souvent, ça, c'est pas si simple, et donc le collectif va les aider. Il y a donc des bénévoles qui vont vraiment aider les personnes qui tombent malades pour faire les papiers, pour pouvoir aller jusqu'au bout des démarches. Si ça ne marche pas, on va au tribunal. Donc il y a un cabinet d'avocats en droit de l'environnement qui est formidable, qui aide chaque personne et qui va à tous les recours et gagne beaucoup de recours, voilà, pour que la personne puisse toucher une rente. Parce que si quelqu'un tombe malade, même à la retraite, toute sa retraite est fichue. Enfin, il a absolument besoin de cette rente pour pouvoir mettre en place ces soins. En fait, on a vu la lourdeur de ce que c'est le Parkinson, l'évolution.
Et donc ça demande un accompagnement très important. Et puis aussi que les familles se sentent reconnues dans tout ce qu'elles ont, dans tout leur travail, parce qu'en fait, ça je trouve aussi que c'est quelque chose de très important dans cette association. C'est une association qui n'oppose pas les riverains et les agriculteurs. On est tous pris dans ce système. Et donc, les agriculteurs ont droit à une reconnaissance en maladie professionnelle. Et parfois, c'est difficile pour eux, ils ont bien expliqué dans le film, comment des fois c'est difficile parce qu'il y a les autres agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont penser si je me déclare en maladie professionnelle. Enfin, souvent, certains ont besoin d'être vraiment portés pour aller jusqu'au bout de ces démarches. Et voilà. Oui, je pense aussi, donc on est aussi lié, le collectif de soutien des victimes de pesticides et l'OE est lié aussi au COADEP, qui est donc ce collectif qui s'est créé aux Antilles par rapport à toutes les maladies liées au chlordécone. C'est vraiment aussi un scandale sanitaire, on peut dire ça, et que donc finalement c'est exactement les mêmes mécanismes. Et actuellement, le collectif a fait des petits parce qu'il a tellement grossi en quelques années que donc il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints de toute la France et donc il y a des collectifs qui se créent. Par exemple, moi je appartiens aussi au collectif de la Beauce parce que mes parents ont leur maison dans la Beauce. Donc il y a un collectif qui vient de se créer en Eure-et-Loire. Voilà, pour pareil. Permettre d'accompagner les malades, de diffuser l'information concernant la toxicité des pesticides. On parlait des enjeux de la santé et du rôle des médecins, donc peut-être vu qu'on a un médecin ce soir, lui passer la parole pour nous présenter un petit peu l'organisation dont vous faites partie, et puis aussi le rôle des médecins et comment les médecins peuvent agir, comment alerter sur les enjeux de la santé par rapport aux pesticides. Oui. Tout d'abord, je vais vous donner déjà quelques éléments scientifiquement prouvés, vraiment prouvés, on peut le dire. Il y a eu des expertises collectives importantes, notamment au niveau de l'INSERM en 2013 et en 2021, qui ont montré déjà des liens forts. Ça a été placé en trois catégories, liens forts, liens moyens et liens faibles. Et donc dans les liens forts, il y a quand même beaucoup de choses, notamment au niveau des professionnels, tout ce qui est maladies neurologiques, on l'a vu, les Parkinson, et ensuite les troubles cognitifs, l'Alzheimer aussi. Entre 2013 et 2021, il y a beaucoup de données qui ont été accumulées et le nombre de pathologies augmente sans cesse, toujours validées. Celles qui étaient en 2013 sont validées et des nouvelles apparaissent. Donc la neuro, tout d'abord, Parkinson, troubles cognitifs, Alzheimer, troubles anxio-dépressifs, les cancers, bien sûr, la prostate avec la chlordécone, tous les cancers du sein, les lymphomes, les myélomes, les leucémies, cancer du sein, les cancers de rein, vessie, sarcome et tumeurs cérébrales, une liste qui ne cesse de s'allonger, mais aussi des maladies respiratoires comme la BPCO qu'on attribue trop facilement qu'au tabac. Et en fait, non, la BPCO maintenant est considérée directement en 2021 et a été un lien fort, même pas moyen, fort, direct. Et l'asthme aussi. Donc la liste ne cesse de s'allonger à l'après-vert, malheureusement. Et ça, c'est pour les professionnels. Mais aussi au niveau de la population générale et des riverains. Cancer de la prostate, là on repart toujours chez les adultes. Pour l'instant, je suis chez les adultes pour la chlordécone, car maintenant on n'épand plus de chlordécone, mais le milieu aux Antilles est tellement contaminé, l'eau, le sol, que en fait, bien sûr, la population continue à être exposée, et donc les Antilles continuent à être le plus fort taux de cancer de la prostate au monde. Et puis, en dehors de la prostate, le méningiome, le cancer du sein, l'asthme, les troubles cognitifs. Donc on commence à avoir de plus en plus de données aussi pour la population générale et les riverains. Et puis maintenant, j'aborde ce qui pour moi est un point clé, c'est la vie in utero. Il faut bien voir que la vie in utero, c'est le moment de la plus grande vulnérabilité. Donc là, on parle d'un niveau, le niveau vraiment le plus à protéger. Et là, on a des études au niveau des l'INSERM, parce que la vie in utero, c'est le moment le plus fragile. Parce qu'à ce moment-là, par exemple,
quand on vous parle de doses protectrices dans lesquelles on serait protégé, par exemple pour la vie in utero, c'est pas du tout applicable, parce qu'une très faible dose peut avoir des conséquences dramatiques au moment de la vie in utero, avec notamment ce qu'on appelle le concept du DOAD, c'est-à-dire l'origine fœtale des maladies, qui fait qu'en fait une exposition in utero peut provoquer des maladies dans toute la vie, voire même à plusieurs générations. C'est ce qu'on a vu pour le DDT. Maintenant, on a des preuves transgénérationnelles avec un surrisque de cancer du sein à plusieurs générations, les filles, les petites filles. Voilà. Et le même surrisque. Voilà. Donc c'est le moment qui fait le poison. On en a assez d'entendre, c'est la dose qui fait le poison. Oui, bien sûr, une forte dose fait le poison, mais c'est aussi le moment. On est aussi, et ça peut être bien sûr étendu à toute la période de l'enfance, la puberté, qui sont aussi des zones à risque, au risque. Mais la période est vraiment à prendre à part. Voilà. D'autant plus que les études ont montré que nous sommes tous contaminés, largement contaminés. Tous les niveaux d'organisation sont contaminés. Le sol, l'air, je parle des pesticides, le sol, l'air, l'eau. Bien sûr, l'eau est un grave problème. Par exemple, sur l'eau, quand nous avons un pesticide dans l'eau, après il se dégrade et il peut former des métabolites. En moyenne, un pesticide peut donner 10 à 15 métabolites. Donc là, vous voyez les possibilités, sachant que nous ne connaissons pas la toxicité de ce métabolite. Laurence Huck parle que depuis 1950, on a à peu près fait 100 000 produits phytosanitaires, dont à peu près, on ne connaît que 20%, dont on connaît à peu près la toxicité. 80%, on ne connaît pas la toxicité. Donc cette période-là, si on regarde les études, eh bien, l'exposition de la mère en période maternelle, alors là, vous avez des leucémies, des tumeurs du système nerveux central, des malformations urogénitales. Donc à ce âge-là, l'exposition de la mère dans cette période in utero, vous avez des leucémies, des tumeurs du système nerveux central, des malformations urogénitales et labiales. Et ça, tout comme pour l'adulte, dans les maladies professionnelles qui sont reconnues, entraîne une reconnaissance à maladie professionnelle, donc une indemnisation, mais aussi pour les enfants. Là aussi, donc, le lien est reconnu, il est prouvé, et donc on peut avoir, c'est le docteur Sylvain Chamot à une consultation à Amiens, et qui peut reconnaître, essaye de faire reconnaître quand les enfants sont malades. C'est pas simple parce que c'est difficile dans les familles de le faire reconnaître. Et ça donne, il y a un fonds d'indemnisation aussi pour les enfants. Donc voilà, donc c'est largement reconnu. Ensuite, même l'exposition du père en prénatal aux pesticides peut entraîner ensuite des leucémies, favoriser les leucémies chez l'enfant. Et en population générale, alors là, pareil, en exposition in utero, alors là, nous avons aussi des cancers, des tumeurs cérébrales, et surtout les troubles du neurodéveloppement qui sont en pleine expansion, les troubles du spectre autistique, des troubles cognitifs avec des retards de QI, et aussi des déficits moteurs et sensoriels. Donc ce n'est pas rien, tout ça, et vraiment ça demande à être protégé. Et encore, tout ça, c'est une photo qu'a pris l'INSERM à un moment donné. C'est-à-dire que la science ne trouve que ce qu'elle cherche. C'est à un instant T. Mais en fait, tout ça est largement sous-évalué parce que voilà, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et la science est limitée. C'est pas toujours facile, d'autant plus que les techniques scientifiques ont parfois du mal à coller avec la science environnementale. D'abord parce qu'on est tous contaminés et qu'il y a un effet cocktail. Ensuite, il y a plein d'inconnus, notamment parce que les producteurs de pesticides ne donnent pas les formulations complètes. Et quand vous avez un bidon d'acétamipride au hasard, vous avez 20% d'acétamipride et 80% de produits complètement inconnus, qui peuvent avoir un effet encore plus toxique que la molécule initiale, que la molécule active, et dont on ne connaît absolument pas l'effet, notamment l'effet cocktail avec une toxicité qui peut être bien pire quand ils sont assemblés. Bon, il y a plein d'études qui vont dans ce sens. Donc, tout ça dit qu'il faut absolument, la seule façon de protéger, c'est de limiter la pollution à la source. Et donc, en premier lieu, l'alimentation, car c'est la voie de contamination préférentielle. C'est comme ça qu'on se contamine la population générale, donc par la voie alimentaire. Donc, il faut absolument... Le bio, c'est pas pour les bobos. Le bio, c'est un principe de vie. Notamment pour la vie in utero, il faut absolument favoriser cela. C'est ce qu'on fait nous à la MLP en favorisant le
projet d'ordonnance verte où on donne des paniers bio pendant la grossesse, en même temps qu'on fait des ateliers pour prévenir les autres pollutions, notamment tout ce qui est perturbateur endocrinien, les plastiques, les insecticides, etc., etc. Voilà, à la MLD, si on peut compléter ce qu'on fait, on fait beaucoup de choses. On fait ce qu'on fait ici, on fait de l'information, on fait aussi de la formation aux professionnels de santé qui sont très très mal formés parce que nos études ne sont pas du tout préparées. Ça commence un petit peu à venir à la fac, un petit peu dans les formations médicales continues, mais bon, on en est encore loin, il y a beaucoup de boulot. Moi-même, il y a 2 ans, voilà, c'est parce que je me suis intéressé que petit à petit je suis venu. Mais voilà, c'est vrai que les médecins ne sont pas du tout formés. Donc on fait ça. On fait aussi des synthèses scientifiques. On s'est beaucoup mobilisé contre la loi du plomb. On a recensé les études contre l'acétamipride vis-à-vis de la santé humaine. Donc ça, voilà. Oui, je ne vais pas parler de la biodiversité, bien sûr. Hein. Ça, mais bon, on a été au contact avec Philippe Brancola et on a fait d'ailleurs des exposés pour l'UNAF à l'Assemblée nationale contre la loi du plomb. Et bien sûr, l'effet sur la biodiversité et donc aussi sur la santé One Health, la santé pour tous, quand on réunit. Donc la santé, c'est pas quand la biodiversité est atteinte, nous sommes atteints, car nous sommes un ensemble du vivant. Il faut arrêter de se voir en anthropocentré, toujours comme si on était à côté. Non, pas du tout. Nous, on est au sein du vivant. Et tout ce qui touche la biodiversité nous touche aussi, notamment tous les bienfaits écosystémiques qu'elle nous rend, de façon gratuite. Voilà. Bon, après, on fait encore d'autres choses. On fait tout ce qu'on peut. Merci beaucoup. Donc voilà, on a un constat qui est un petit peu déprimant. Et donc l'idée de cette soirée, c'est aussi qu'on discute avec nos intervenants et nos intervenantes des moyens d'action. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer d'en discuter pour se redonner un petit peu d'espoir tous et tous ensemble. Et donc je vais donner ensuite la parole à Anne-Claire Boux qui, je remercie d'être là ce soir. Merci beaucoup déjà, merci pour ce documentaire et l'organisation de cette projection. En effet, le constat est un peu déprimant. Il est d'autant plus déprimant qu'au-delà des pesticides, ça a été évoqué, c'est l'ensemble des polluants qui sont partout dans notre quotidien. On a dit le corps, l'alimentation, la santé. Et cette dernière étude ce week-end sur les pesticides et les polluants qu'on retrouve dans les nuages, même quand il pleut finalement, il pleut des pesticides et des polluants sur la tête. Donc en effet, ça peut paraître un peu déprimant, mais on est nombreux et nombreuses à vouloir agir. Ça, c'est important parce que la loi du plomb, c'est quand même plus de 2 millions de signatures. Donc oui, en fait, ce sujet-là, aujourd'hui, toutes les études, les preuves scientifiques sont là, les preuves sanitaires, et donc maintenant, il faut agir et pouvoir faire changer les choses. Et ça reste possible au niveau, même si au niveau de l'État et du gouvernement, qui continue à s'entêter sur la loi du plomb, où on a vu toutes les difficultés aussi avec la loi d'interdiction des PFAS, où il y a eu l'intervention de lobby, notamment pour les ustensiles de cuisine, et qui est intervenu et qui a dénaturé un peu cette loi. Mais au niveau aussi local des collectivités, on peut avancer. Et c'est ce moi, je fais aussi partie du réseau français Ville Santé, et on est plusieurs collectivités à être en lien et à se partager ce qu'on fait, les constats et comment on peut avancer ensemble. Ça a été évoqué la question. Nous, notre rôle, ce qu'on fait en tant que collectivité, c'est on revient et on réduit les polluants à la source en étant là dans le quotidien des habitants et habitantes. Il y a eu tout ce qui a été porté par la maire écologiste de Strasbourg sur l'ordonnance verte qui a été mise en place. Donc, l'ordonnance verte, c'est en effet ce que vous avez développé, le fait de permettre de donner accès à tous les futurs parents à des paniers bio pendant la grossesse et pendant les 1000 premiers jours de l'enfant. Et ça s'accompagne aussi d'un atelier qui s'adresse aux parents, des ateliers sur la santé environnementale pour pouvoir donner les clés aux parents, pouvoir se protéger leur enfant. À Paris,
On a aussi répliqué, adapté cette ordonnance verte qu'on a mise en place, où on est en train de mettre en place des ateliers pour tous les futurs parents, dans cette logique de protéger au moment où on est plus vulnérable dans la vie, c'est au moment autour de la grossesse et des 1000 premiers jours d'enfant. Donc on a mis en place ces ateliers de santé environnementale où on donne les clés aux parents, où on est dans proposer des solutions, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu déprimant, on se dit on sort de chez soi, on est exposé à la pollution d'air, on nous dit qu'à l'intérieur la pollution est 4 à 5 fois plus grande, la pollution d'air est 4 à 5 fois plus grande, donc comment on fait pour s'en sortir? C'est l'objet de ces ateliers. À la place des paniers bio, ce qu'on donne, c'est des paniers avec des objets de puériculture, notamment pour pouvoir sensibiliser et là encore montrer qu'il existe des solutions. C'est des trucs assez basiques, mais des jouets en bois pour les enfants, aborder la question des cosmétiques aussi. C'est pareil dans les cosmétiques, les phtalates, notamment toutes les lingettes réutilisables, parfumées, qui sont comme ça un peu attractives pour les enfants, mais en fait, j'ai dit les lingettes jetables. Donc nous, on donne des lingettes réutilisables pour montrer que on peut s'en passer, on peut faire autrement. La question des produits ménagers aussi qui est importante. Donc on donne des kits pour faire sa lessive soi-même. En plus c'est hyper économique et en vrai c'est vraiment facile, je vous jure, de faire sa lessive soi-même. On aborde aussi, on donne des gobelets en inox pour remplacer les timbales en plastique, parce que là on est tout de suite dans le contact avec la bouche en fait. Donc voilà, sensibiliser. On est en train de mettre aussi en place une garantie santé et environnementale pour exclure tous les polluants des PMI, centres de protection maternelle infantile, des crèches, des écoles, pour vraiment traiter à la source et on intègre, parce que sur cette question, je pense que Jeanne Rose en parlera, mais aujourd'hui la question, on voit de plus en plus de cancers précoces et bien sûr il y a toute une partie des cancers qui ne sont pas expliqués parce que les personnes sont en bonne santé, parce qu'elles ne fument pas, elles ne boivent pas. Et en fait, on a toute une zone grise de pourquoi ces cancers. Et donc aujourd'hui, c'était assez déprimant, mais c'est sûrement encore sous-estimé. Tous les chiffres sont encore sous-estimés. Et donc, toute notre action, c'est aussi, ce à quoi on réfléchit avec les autres villes, c'est aussi comment dans cette lutte contre le cancer, on va au-delà et notamment on intègre cette question de la santé environnementale et donc comment on sensibilise les personnes, puisqu'on sait aussi la question de l'infertilité. Donc on est vraiment dans une sensibilisation dès le plus jeune âge, y compris les ados, ça a été dit, les jeunes adultes, pour qu'ils puissent se protéger et protéger leur santé. Donc c'est toutes ces solutions qu'on peut mettre en place et peut-être donner un exemple aussi sur la question pour là vraiment se donner une note d'optimisme. C'est la question par exemple de la pollution de l'air à Paris, la réduction de la place de la voiture, de la végétalisation. En 10 ans à Paris, sur certains polluants, c'est moins 40% de pollution de l'air. Donc en fait, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand les quais de Seine ont été fermés, tout le monde disait mais ça va recréer des embouteillages encore plus grands et donc ça va augmenter la pollution de l'air. On le sait aujourd'hui. La science nous a montré c'est moins 40% de pollution de l'air. Donc oui, en fait, quand on agit, ça fonctionne. Et en plus, parfois on peut se dire mais le monde va devenir déprimant si on ne peut plus rien faire. Mais finalement, c'est beaucoup plus sympa aujourd'hui d'avoir des quais de Seine où on peut se promener, où on peut courir, faire du vélo, où les enfants peuvent venir jouer, qu'avoir, comme on avait avant, une autoroute en plein milieu de Paris. Donc ça fonctionne et on va continuer à se battre. Et j'espère que, parce que il faut aussi que les réglementations suivent, il faut qu'on arrive à interdire ces polluants à la source, à interdire les PFAS, à interdire toutes ces substances. On a la question là aussi des associations environnementales sur la question des incinérateurs et la pollution dans l'air. Donc voilà. Mais on peut y arriver et déjà vous êtes nombreux et nombreuses ce soir, donc soyons nombreux aussi dimanche pour pouvoir continuer ensemble le combat.
Merci beaucoup pour l'effort d'optimisme pour monter le moral de tout le monde. On va continuer avec d'autres moyens d'agir concrètement, en plus de venir dimanche pour la marche des résistances, avec deux mouvements de société civile pour avoir vraiment des moyens d'action concrets et des personnes qui se mobilisent. Je vais passer la parole à Caroline. Merci. Donc moi je vais plutôt aborder effectivement mon engagement auprès de l'association Jaune et Rose qui était évoquée tout à l'heure. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de cette association. C'est en fait un collectif de patientes qui ont tous eu un cancer du sein, enfin un diagnostic de cancer du sein entre leurs 20 et leurs 45 ans. Donc c'est vraiment une tranche de population plutôt jeune. Et pourquoi potentiellement vous avez entendu parler de cette association? Tout simplement parce que l'Assemblée nationale a voté il y a quelques temps, au mois de juin dernier, la mise en place du registre national des cancers. Et l'association Jaune et Rose, en fait, était un peu leader sur, l'association un peu leader sur le sujet, alors qu'il y a d'autres associations derrière aussi, évidemment. Mais voilà, en fait, c'est important pour nous d'avoir ce registre national des cancers. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça pourrait paraître fou, mais on n'a pas vraiment de registre pour en fait connaître finalement, d'un point de vue régional, le type de cancer que l'on a, la catégorie de population qui a ce type de cancer, le stade de ces cancers, etc. Donc finalement, on a peu de moyens de connaître finalement les différences entre les régions potentiellement. Et donc étudier finalement les différents facteurs qui peuvent influer sur le niveau de cancer en France. Donc c'est quelque chose quand même assez essentiel, il nous semble. Donc pour vous donner un exemple, on a à peu près 20% de la population pour laquelle 20% de la zone en fait qui est recensée actuellement, qui est cartographiée. Donc c'est bien peu par rapport aux besoins. Donc voilà. Et donc l'association, outre cet aspect-là, c'est pas son cœur d'action, on va dire. Donc nous vraiment nos trois volets d'intervention, donc c'est essentiellement tout ce qui est prévention. Donc on a un gros volet de prévention au titre du public. Donc on fait des ateliers de sensibilisation au cancer du sein auprès de tout public, donc entreprises, lycées, associations. Et depuis le début de l'année, on a un partenariat aussi avec l'association Sérum qui lutte, elle, de son côté, contre le cancer des testicules, qui est aussi en recrudescence chez les jeunes hommes, donc de 15 à 35 ans. Donc en fait, on a environ 110 ambassadrices sur toute la France, qui sont toutes bénévoles. Toutes ont été malades ou sont malades d'un cancer du sein et vont pratiquer des ateliers de sensibilisation au cancer du sein et au cancer des testicules dans différents lieux. Donc vous pourrez notamment nous retrouver pour Odyssea, le week-end prochain, je vous dis si vous voulez bien me voir. Et donc c'est important de pouvoir apprendre en fait finalement à chacun et à chacune de connaître son corps, d'apprendre à connaître aussi les symptômes visuels et les sensations aussi sur sa poitrine, tout simplement pour pouvoir pouvoir réagir si jamais vous observez qu'il y a une anomalie. Donc le but du jeu, évidemment, c'est pas de trouver une anomalie, c'est pas du tout notre objectif, mais c'est pour éviter tout simplement les retards de diagnostic, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, on a pas mal de retard à ce niveau-là. Donc c'est important pour nous ce volet d'action. On a aussi un deuxième volet d'action qui s'appelle Alerte Rose. Donc là, c'est vraiment sensibiliser le corps médical et paramédical sur le cancer chez les jeunes femmes. Puisqu'en fait, on a ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire des retards de diagnostic qui sont encore assez importants, puisqu'il y a encore beaucoup d'idées reçues dans le corps médical sur le fait que quand on est une jeune femme, on va avoir un cancer du sein. J'entends encore beaucoup de discours auprès chez les patients que je rencontre sur vous avez un kyste ou une anomalie, mais c'est pas grave, c'est parce que vous avez allaité, ou alors c'est parce que tiens, vous êtes un peu stressé en ce moment, ou alors c'est un kyste fonctionnel, alors qu'en fait parfois ça entraîne des retards qui sont parfois complexes à gérer derrière, puisque évidemment plus vous prenez un cancer tardivement, plus le traitement est long. Donc on a vraiment des actions de sensibilisation auprès des professionnels de santé. On a créé par exemple des vidéocapsules
sur lesquels on sensibilise. On a différents points de vue, donc on a le point de vue de la patiente, le point de vue du professionnel et le point de vue aussi souvent de l'enfant de la patiente. Et on a aussi des actions où on accompagne les patients, c'est d'ailleurs mon rôle principal à mon niveau, puisque je suis patiente partenaire. Donc ça peut impliquer par exemple une prise en charge d'une patiente quand elle vient d'avoir son diagnostic, parce que souvent elle est perdue, elle ne sait pas à qui s'adresser, elle est souvent dans le déni aussi de ce qui lui arrive. Donc le but du jeu c'est de l'écouter, d'essayer de la renseigner au mieux, de l'orienter vers des associations pour des soins de support, potentiellement aussi vers des professionnels de santé pour avoir un deuxième avis. Donc ça c'est vraiment mon rôle, j'ose dire, au quotidien. Et puis il y a aussi, finalement, j'ose dire malgré nous, quand on est patient d'un cancer ou de toute autre maladie d'ailleurs, on se retrouve un peu isolé parce qu'on est en rupture souvent avec tout ce qui est lié au travail. On est souvent à la maison, souvent seul, et on a tendance aussi parfois à s'enfermer sur nous-mêmes. Donc ce qui est essentiel chez les Jeunes Roses, c'est de rompre cet isolement. Donc on met un certain nombre de choses en place pour essayer de faire en sorte de générer des rencontres entre nos cliquettes, parce que nous avons comme ça. Et on crée aussi par exemple des webinaires d'information sur un certain nombre de sujets. On fait aussi beaucoup d'actions de sensibilisation, notamment sur le pesticide, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on les sensibilise. Sur le fait aussi de prendre en considération l'importance de l'alimentation, bien s'alimenter, faire du sport régulièrement, etc. Et vraiment, ce que je voulais dire aussi, c'est que chez ces jeunes femmes, chez la majorité des jeunes femmes que je peux rencontrer, elles ne se retrouvent pas dans le discours qui est sur les facteurs en fait de cancer du sein généralement, qui sont souvent avancés, notamment là on va rentrer dans la période octobre rose où on va nous marteler beaucoup avec tout un discours ambiant sur les facteurs de cancer, etc. Donc tout ce qui est alcool, sédentarité, etc. Moi j'ai un certain nombre d'exemples dans les patientes que je rencontre qui ne sont pas du tout dans ces cases-là. Elles sont ni obèses, ni en surpoids, ni dans des consommations d'alcool, voire même j'ai même des patientes qui n'ont jamais bu un verre de leur vie. Elles ne fument pas, elles sont souvent hyper toniques, hyper sportives. Donc voilà, en fait, clairement, on se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe. Et plus globalement dans notre pays, en fait, parce que malheureusement on détient un taux de cancer assez important en France, je crois qu'on est même classement mondial, premier au monde de l'Europe. Premier en incidence standardisée au monde du cancer du sein. Voilà. Depuis. Donc il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser sur le sujet, et sans vouloir dramatiser, parce que c'est pas non plus l'objet, mais voilà. Je pense que c'est des questions qu'il faut tous qu'on se pose, et en tout cas, je rejoins un peu le discours de tout à l'heure sur il est essentiel de prendre soin de soi, de bien s'alimenter, de faire attention à ce qu'on consomme. Je sais que chez les jeunes femmes, chez les jeunes hommes aussi, c'est l'ère un peu de la consommation chez les filles, etc. J'avoue que c'est un peu mon corps de combat aussi, c'est d'essayer de sensibiliser aussi à ces aspects-là, et voilà, tous ces facteurs qui sont malheureusement... il y a du boulot. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai la bonne chance. Et pour terminer, donc on va aussi continuer à parler d'actions concrètes et aussi sur comment faire émerger ces questions dans le débat public et surtout comment on s'organise face à des scandales. Je pense à la loi du plomb parce que c'est la plus récente, mais il y en a eu plein d'autres. Et je passe la parole à Sandy de Greenpeace qui va pouvoir nous expliquer un petit peu comment on fait émerger ces débats. Je vois qu'il y a un petit rapport qui est préparé et comment on s'organise. Merci beaucoup. Alors, je ne prétends pas du tout avoir toutes les clés de mobilisation, mais je vais essayer de retracer ce qui a été fait à l'échelle collective. Je représente les discussions collectives et interassociatives qui ont lieu dans le cadre de la loi du plomb pour expliquer comment aussi à notre échelle et à l'échelle collective, à l'échelle de l'organisation collective, on peut mener des succès, on peut mener des batailles.
qui certes ne sont pas complètes sur la rue du plomb, on pourra revenir aussi sur les risques qui arrivent très prochainement de manière imminente, mais peut-être pour retracer le fait que ce succès, ces 2 millions de signatures, c'est le résultat d'un travail collectif, c'est le résultat de toutes ces personnes qui se sont mobilisées, et notamment des coquelicots qui étaient très actifs durant des mois. J'ai pris pour ça quelques dates clés. Il faut savoir que le dépôt du texte, il a été en novembre 2024 au Sénat. Donc ça veut dire que depuis novembre 2024 au Sénat, il y a une bataille qui est face à monsieur, qu'on fait face depuis novembre 2024 à monsieur Duplon et à toute son équipe acharnée à l'Assemblée nationale, parce que là on parle d'acharnement, on va revenir sur le récit de cette fois, c'est vraiment de l'acharnement pour faire passer ce texte. Et donc depuis novembre 2024, ça a été déjà de décrypter sur la partie pesticides. Nous on l'a pas fait, on s'est beaucoup appuyé sur l'expertise de Génération Future notamment qui fait un énorme travail sur ces questions-là. Nous on a décrypté par exemple la partie sur les élevages industriels qui était illisible. À se demander si c'était vraiment volontaire pour que même les experts de ces sujets-là ne comprennent pas les conséquences de cet article, qui était vraiment illisible. Et donc ça a été des mois dans un premier temps d'expertise, de vulgarisation et d'information, et ça vraiment j'appuie sur le fait que c'est assez essentiel pour que ça émerge dans le débat public. Il faut déjà qu'il y ait une partie d'analyse du texte. Et suite à quoi, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on s'est regardé droit dans les yeux en réunion, dans nos zooms, au bout d'un moment on était un peu lassés de déposer, de faire des rendez-vous privés avec les ministères qui ne nous écoutent pas, qui nous font miroiter de rendez-vous en rendez-vous, et à un moment donné on s'est dit, mais sachant que ça fait partie d'un contexte, ça faisait partie d'un contexte général de recul écologique, on entend beaucoup que l'écologie n'est plus populaire, qu'il n'y a que des reculs environnementaux et qu'on ne va pas réussir à arrêter cette machine, donc on se regarde droit dans les yeux et on se dit bon, mais quand même, on ne va pas se laisser marcher dessus comme ça, et donc on va s'organiser et on va se mobiliser. Et ça, très concrètement, ça passe par la mobilisation de tout un tas d'acteurs, et nous, on a fait... il y a la mobilisation médicale, il y a la mobilisation des scientifiques très clairement qui a fait une énorme différence. Et donc, nous, très concrètement, on a ouvert un espace très large, et je veux souligner ici l'importance du collectif, la force du collectif et de l'organisation collective. Et on s'est tout simplement organisé pour, dans un premier temps, faire la tactique un peu facile de manifestation, parce que je rappelle que la FNSE a manifesté tranquillement devant l'Assemblée nationale avec les ministres qui viennent les rencontrer, et nous par contre on demande d'avoir une autorisation pas devant l'Assemblée nationale mais à côté de l'Assemblée nationale, et ça a été toute une comédie. Enfin, on nous a demandé au début d'aller à Solferino, très loin de l'Assemblée nationale, ça n'a aucun sens politique, donc tout a été une bataille. Finalement, in fine, on a réussi à avoir cette autorisation auprès de l'Assemblée nationale, et là le récit il a été très clair. C'était de mettre en avant les victimes de ce système agroalimentaire. Et c'est là qu'effectivement a émergé le collectif, la visibilité du collectif Cancer Polaire et de Fleur Berthaud, j'imagine que vous avez dû entendre durant ces prises de parole. De faire émerger et de mettre en avant l'autre voix paysanne et de donner la parole aux médecins et aux scientifiques qui s'opposent à ce texte pour bien mettre aussi mal à l'aise le bloc central sur son rapport à la science et comment il y a un rapport à une trumpisation du rapport à la science sur ces questions-là. Et donc ça a vraiment fait la différence, je pense, d'incarner, et c'est pour ça que c'est très important, je pense que le travail que vous faites au quotidien, que nous on ne fait pas avec qui, c'est vraiment mis au service du collectif, mais d'incarner en fait, et de montrer, de visibiliser les malades et les victimes de ce. Tout ça pour dire qu'on a mis en place ce planning, et je vous invite vraiment à vous faire pression à l'échelle auprès de vos proches, parlez-en auprès de vos proches à chaque fois qu'il y a un moment comme celui-ci, et faites pression de manière électorale. Ça c'est vraiment le moyen d'action, je pense, le plus efficace, parce que effectivement ces personnes ont envie d'être élues. Donc si on leur dit écoutez, moi je ferai tout pour que vous ne soyez pas réélus et j'habite dans votre circonscription, ça a une pression très très efficace. Et le deuxième, ça a été d'incarner, c'est Fleur qui a fait ce travail, d'incarner très concrètement et de visibiliser concrètement de quoi on parle. Et là, je veux reparler d'organisation collective, ça veut dire que très concrètement, on s'est dit, pendant qu'ils votent, il faut qu'il y ait des victimes, et c'est aussi les élus écologistes et de la France Insoumise qui l'ont fait, pendant qu'ils votent, il faut qu'il y ait des victimes de pesticides, des paysans à ce moment-là. Et donc on était toute une arène dans l'Assemblée nationale à ce moment-là. C'était assez terrible d'écouter en direct la désinformation de la ministre de l'Agriculture, qui vraiment, encore une fois, c'est une trumpisation de nos élus, un rapport à la science et à la démocratie qui est complètement en train de briller.
Et de manière très spontanée et absolument pas organisée, cette prise de parole de Fleur Berton qui dit on reviendra, on n'oubliera pas, et bien elle a totalement raison, on est revenu, on n'a pas oublié, on est revenu avec les 2 millions, et maintenant ils vont vivre les conséquences de ce texte. Et ce moment-là, c'est aussi l'organisation, parce qu'on se dit, il y a quelqu'un qui l'a filmé, et donc on publie sur les réseaux sociaux, et là, et c'est à ce moment-là, très sincèrement, qu'on explose qu'on sort de nos cercles en fait, qu'on parle à des gens qui ne sont pas tous les jours avec nous en conférence, qu'on sort de nos cercles. Et qu'il y a cette jeune femme qui sort une pétition de manière très spontanée et en empathie, ça pour le coup absolument pas organisé avec nous, mais en tout cas qui donne une débouchée à des gens qui ont vu cette vidéo et qui ont envie de contester contre ce texte. Et je terminerai, excusez-moi, c'était un peu long, sur le fait que cette bataille, elle n'est pas pleinement gagnée, malheureusement. Aujourd'hui, il y a toute une partie du texte qui est encore extrêmement problématique et qui est en train de passer en vigueur par le biais de différents décrets. Il va y avoir un débat sur la pétition à l'Assemblée nationale. On ne sait pas encore exactement quand, certainement début octobre, donc très bientôt. Il va falloir qu'on se mobilise, qu'on redise l'illégitimité totale de ce texte, parce qu'en parallèle, il y a la FNSEA, qui est en train de se mobiliser, qui se mobilise demain. Bon, moi, je pense que ça va être assez faible en termes de mobilisation, mais on verra. Qui se mobilise soi-disant contre le traité de Mercosur. Mais c'est pas vrai. Ils se mobilisent en disant on ne peut pas réguler le commerce international, la seule solution c'est d'avoir un système hyper productiviste en France. Donc vous n'avez pas bien compris sur la loi du plomb, on a vraiment besoin de la loi du plomb. Et par ailleurs, ils vont repousser, et ça c'est certain, ils vont réessayer de réintroduire un texte sur les néonicotinoïdes. Donc vraiment, il ne faut pas lâcher l'affaire, et pour ça on compte vraiment sur la force du collectif. Et une dernière chose, c'est vraiment une parenthèse, parce que c'est pas sur les pesticides, mais nous on a enquêté pendant 1 an sur un scandale sanitaire qui, je pense, est de l'ordre des PFAS de l'alimentation, qui s'appelle l'hexane, qui est un solvant pétrochimique qu'on retrouve dans tout un tas d'aliments. Et c'est pas du tout pour faire l'autopromo de Greenpeace, mais c'est vraiment parce que je pense que c'est un sujet sanitaire extrêmement important, donc je vous invite à lire notre rapport et à vous intéresser à ce sujet. L'hexane, c'est un neurotoxique avéré. Il y a des liens qui sont faits par de nombreuses études avec la maladie de Parkinson, du fait de la manière dont l'hexane se métabolise dans notre corps. Et ce solvant qui est utilisé dans la grande industrie, je ne vais pas détailler ce système-là, il se retrouve in dans une grosse partie de nos aliments. Et il va falloir quand même batailler contre ça, qui, par ailleurs, est au cœur, un groupe qui est au cœur de ça, c'est le groupe Avril, dont M. Arnaud est à la tête. Donc on a quelque chose, je pense, à mener collectivement contre ce solvant qui nous intoxique très clairement.